33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Allez, Gérard, racontez-nous un petit peu votre expérience africaine. 99-2000, c'est l'Égypte, après c'est la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai connu cette compétition à travers l'équipe nationale d'Égypte. J'ai été sélectionneur en 2000, passage de l'an 2000. Et pour la première fois, j'ai participé à cette manifestation qui est extraordinaire parce qu'elle est très colorée, parce qu'elle était très amateur à l'époque. Ça se déroulait au au Nigeria. Et là, on avait affaire à une compétition qui était faite que de grands joueurs, mais avec une organisation totalement amateur, quoi. Pour exemple, quart de finale, on joue contre la Tunisie et une demi-heure avant le début du match, on cherchait les clés du stade, quoi, pour ouvrir le stade, parce que le gardien était parti, on ne savait pas où, on n'arrivait pas à ouvrir le stade pour jouer une quart de finale, quoi. Et donc, cette compétition-là, en fait, elle fait revenir tous les joueurs africains qui jouent en Europe. Et c'est curieux parce qu'en Europe, ils ont des habitudes qui sont souvent très professionnelles. Et quand ils reviennent dans cette compétition-là, là, on retrouve des attitudes qu'on ne connaissait pas quand ils sont en Europe, c'est-à-dire des chants dans le car avec le rituel du sorcier qui vient dans le vestiaire avant le match, enfin, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et ça, c'était la première édition à laquelle j'ai participé. Ensuite, il y en a eu deux autres, une au Ghana et une autre qui se déroulait au Burkina Faso. Et donc à partir de là, j'ai vu que ça s'est amélioré. Il y a les télés qui ont commencé à retransmettre régulièrement ces compétitions-là. Le niveau est monté, le niveau technique est monté, l'organisation est devenue de plus en plus professionnelle, l'arbitrage, qui était à l'époque un très gros problème, est devenu aussi beaucoup plus compétent, et ça devient maintenant une grande compétition où on peut voir des talents à l'état pur, quoi, qui se développent. Et en tout cas, il y a toujours un engouement énorme, quoi. Quand on fait cette compétition et qu'on est sélectionneur, on a une pression qui est, pendant 3 semaines, qui est absolument difficile à supporter. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, derrière l'Euro, on parle pas de la Coupe du Monde évidemment, mais derrière l'Euro, c'est devenu la compétition la plus difficile à remporter parce que la Copa América, ça tourne toujours autour de 3-4 nations, 4-5 nations. Là, aujourd'hui, quand on fait le compte, il y a quasiment 10 favoris qui peuvent se disputer le titre. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ça peut rivaliser avec... Oui, il y a eu des périodes quand même. C'est-à-dire, il y a eu l'Égypte qui a été 4 ou 5 fois, qui a gagné 3 ou 4 fois, et qui a eu une génération tout à fait exceptionnelle. Il y a eu la Côte d'Ivoire que j'ai dirigée, et qui a d'ailleurs perdu en demi-finale contre l'Égypte. Qui a eu elle aussi une grosse période on va dire de puissance sur le continent, avec les Drogba, avec les frères Kolo Touré, avec les Yaya Touré, avec Kalou, tout ça. Ça aussi, ça a été une grosse génération. Après, il y a eu le Ghana aussi qui a été très bon. Je veux dire, chaque génération a pendant 3 ou 4 ans l'ascendance sur les autres nations. Mais ça devient de plus en plus serré, quoi. C'est-à-dire que dès qu'une génération commence à vieillir un petit peu, immédiatement dans un autre pays, on voit ressurgir une nouvelle génération dont on sent qu'ils vont prendre l'ascendant. Et les matchs sont de plus en plus serrés, les scores sont de plus en plus difficiles à obtenir, et ça devient une compétition où visuellement on a perdu un peu aussi le jeu à l'africaine, quoi. Ça commence à devenir le jeu à l'européenne parce que tous les joueurs jouent en Europe. Donc ils sont habitués à ça, les terrains aussi. Moi je me souviens d'un match où la veille du match on a été obligés, nous, Ivoiriens, de tondre le terrain, quoi. Parce que la tondeuse à gazon qui faisait 50 cm de large,
Elle était tombée en panne. Il a fallu aller se débrouiller de trouver une tondeuse pour tondre le terrain sur lequel on allait jouer le lendemain, quoi. Et ça, c'était il y a très longtemps. Aujourd'hui, les terrains sont devenus, je veux dire, grâce et à cause des télés, obligatoirement de bonne qualité, quoi. L'organisation s'est améliorée. Cette uniformisation du football hein, qu'on observe un peu partout, ouais, d'ailleurs, il y a de moins en moins de caractéristiques propres à tel ou tel pays, du fait que l'Europe vampirise quand même énormément quasiment tous les meilleurs joueurs de la planète. Est-ce que à l'époque, quand vous étiez entraîneur, donc sélectionneur 99-2000, puis 2008 avec la Côte d'Ivoire, est-ce que, bon, il y a ce changement qui est en train de s'opérer, est-ce que vous, votre manière de manager, vous avez également dû l'adapter? Je suppose qu'il y a certaines certitudes que vous avez dû mettre au placard et apprendre un peu, réapprendre votre métier. C'est-à-dire que les premiers temps, quand on arrive là-bas, on est le professeur, quoi. Et on a des joueurs qui sont, je veux dire, très curieux, très demandeurs des méthodes européennes. En 2008, c'est plus le cas, quoi. Et tous les joueurs jouent en Europe. Et là, ils jouent en Europe, mais dans des grands clubs. C'est-à-dire qu'il faut tout autour d'eux une logistique qui soit semblable aux grands clubs. Je parle de cellules médicales. Je parle, on travaille à ce moment-là, on commence à travailler avec la vidéo. Il y a des analystes vidéo parce qu'ils sont habitués dans les clubs à avoir ce style d'environnement. On ne peut plus arriver tout seul en prêchant la bonne parole, quoi. Donc ça nécessite d'abord immédiatement un staff beaucoup plus fourni avec des secteurs de compétences variés, et de façon à ce que le joueur qui arrive dans la sélection retrouve un peu ses repères du club. Il ne soit pas d'un seul coup complètement lâché dans la nature en disant mais qu'est-ce que c'est ici, on n'a rien. Enfin, voilà. Il faut qu'il retrouve ce professionnalisme, cette assistance pour qu'il comprenne que c'est une compétition de haut niveau. Sinon, il va dire c'est une compétition de quartier, quoi. Et donc, tout ça a fait que tout s'est amélioré, quoi. Donc, obligatoirement, les joueurs ont pris connaissance que le jeu qu'ils devaient pratiquer devait être le même que dans les clubs, avec la même exigence. Et c'était pas on vient ici, on fait une canne, on s'amuse, on chante et tout ça. Et non, ils sont devenus dans cette compétition-là très concernés, très professionnels. Ça reste un de vos regrets, cette demi-finale perdue. Vous aviez une génération exceptionnelle en 2008, Drogba, Kalou. Ouais, bon, je veux dire, c'était une finale avant la lettre, puis c'était l'Égypte, qui était déjà 3 fois vainqueur. Et on savait, et moi je savais parce qu'il y avait encore quelques joueurs que j'avais eus en 2000. Je savais que cette équipe-là, elle était vraiment très performante, l'équipe d'Égypte. Mais nous, on était très ambitieux et c'était cette année-là ou pas, quoi. Bon, après, ils l'ont gagné plus tard. Mais là, c'était les premières années de la nouvelle génération. Et bon, on l'a perdu, on a perdu, je crois, 3-1 en demi-finale, mais en faisant un match où logiquement, sur on va dire, le contenu du match, les occasions créées, tout ça, on doit faire la différence en notre faveur. Et on n'a pas fait. On avait été extrêmement déçus du résultat, mais on était tombé sur l'ogre du moment, quoi, qui avait l'habitude, l'expérience, qui avait le rythme de la compétition. Et nous, ça a permis à la Côte d'Ivoire de voir le petit palier qu'il fallait acquérir pour justement la gagner. Et ils l'ont gagné, je crois, en 2012 ou un truc comme ça. Ce match-là s'était déroulé, c'était un affrontement de gardiens. Ils avaient Al-Adari, qui était gardien que j'avais eu moi en Égypte, qui était le meilleur gardien africain, mais de loin, et qui avait fait ce jour-là des miracles. Des miracles, je me souviens des 2 arrêts qu'il fait à bout portant sur Drogba, alors qu'on est 1-1, je veux dire, il fait tourner le match, et nous, on avait un gardien de but qui s'était blessé. Le gardien de but remplaçant n'a pas tout à fait assumé, et sur 2 tirs plus ou moins anodins, on perd là-dessus, quoi, sur 2 tirs anodins. Et donc, ça avait été une grande déception. Vous avez laissé de bons souvenirs là-bas, vous avez gardé des amis, on vous en parle souvent de cette aventure africaine, particulièrement ivoirienne. Oui, moi, la Côte d'Ivoire, j'ai une relation, on va dire, une relation d'amour avec.
parce que avec eux, la CAN, plus après j'avais pris l'équipe olympique, on est allé pour la première fois faire les Jeux à Pékin. Donc il y a toute une histoire, il y a 3-4 ans de vie commune, de vie un peu aussi à Abidjan, à connaître les gens. Et j'avais été subjugué par l'ambiance. Si l'Afrique, c'est on aime ou on n'aime pas, mais quand on aime, c'est qu'on aime cette ambiance, cette fraternité, où il y a beaucoup d'humains, quoi. Où chaque joueur a une sensibilité propre. Dès qu'on veut discuter avec, il suffit simplement d'avoir un contact physique pour que d'un seul coup, toutes les barrières s'effondrent. Et ça, c'est encore le côté exceptionnel de l'Afrique, quoi. En Europe, quand on va au stade, il y a le silence, la concentration. Enfin, on pense que c'est la concentration, quoi. Mais eux, ils se concentrent différemment, quoi. En chantant avec le tam-tam dans le bus, c'est un véritable orchestre, quoi. Et puis le jeu le foot redevient un jeu, quoi. On a envie de jouer, on a envie c'est sans calcul, et puis c'est ce qui était exceptionnel dans le football africain et à la CAN. Ils ont aujourd'hui tous les talents individuels. On en a parlé, tactiquement, les les sélections se professionnalisent. Qu'est-ce qui manque encore pour attraper le Graal ultime, à savoir une Coupe du Monde? Le Graal européen, ils ont manqué avec le Cameroun à une époque, je crois que c'était en Italie, ils ont manqué l'avoir. On est très proches. Moi, je fais la Coupe du Monde avec la Côte d'Ivoire en Allemagne. Bon, dans le groupe, on avait l'Argentine, les Pays-Bas et la Serbie, mais on ne passe pas d'un but, quoi. Mais il manque pas grand-chose. On fait un très bon match contre l'Argentine. On doit battre les Pays-Bas. Enfin, je veux dire, on est au niveau, à ce niveau-là. Ce qui manque, c'est les qualités, les défauts. C'est qu'à un moment donné, c'est un groupe. Mais à l'intérieur de ce groupe, il y a quand même pas mal d'égos un peu surdimensionnés. Et quand il y a des résultats, ces égos-là deviennent de plus importants que l'esprit du groupe. Et ça devient un petit peu individualiste. Alors que quand ils sont dans des clubs entourés par les joueurs européens, tout ça, ils n'ont pas cet aspect-là. Mais entre eux, dès que les résultats transforment l'ambiance en forme d'euphorie, d'un seul coup, les égos individuels prennent le pas sur l'ego collectif. Et là, le sélectionneur a un grand rôle à jouer, à essayer de rassembler à nouveau pour que ça devienne une véritable équipe. Et ça, c'est le petit souci parce qu'il y a une perte d'énergie, une perte de concentration sur l'objectif quand on en arrive là. Pour arriver à un résultat, ils sont tous ensemble. Quand le résultat est en passe d'être obtenu, c'est un peu chacun pour soi. C'est un peu moi plus que l'autre. Et puis, vous savez, il y a quelques ethnies aussi dans les équipes africaines. Alors donc, c'est tant de joueurs d'une ethnie contre tant. Il se passe des petites choses, de petites jalousies mal placées, malheureusement. Quel regard vous portez maintenant, hein? Vous faites figure d'ancien, de vieux sage. Hein? Alors, vieux sage, je ne sais pas vérifier, sûrement. Quel regard vous portez sur le métier aujourd'hui? On en parlait tout à l'heure un petit peu en off. Est-ce que vous vous sentez encore à votre place? Quel rôle vous pourriez jouer? Est-ce que ça serait plus un rôle de conseiller aujourd'hui? Comment vous verriez encore être actif dans le football? Moi, je n'y ai pas songé, mais aujourd'hui, le métier a totalement changé, quoi. Avant, je veux dire, l'entraîneur était seul avec son groupe de joueurs, il communiquait, il faisait passer le message de son projet, l'exigence du métier. Aujourd'hui, c'est plus, on va dire, un chef d'orchestre, quoi. Il faut que l'entraîneur aujourd'hui dirige tout un staff de compétences. Et ce staff de compétences a en charge un groupe dont aujourd'hui le principal accès c'est la communication, quoi. C'est-à-dire il faut très bien communiquer, il faut permettre aux joueurs de communiquer aussi parce que c'est son intérêt, c'est l'intérêt de son agent, c'est l'intérêt du club.
on est tout dans la communication et l'aspect relationnel, humain, direct, c'est quand même dissipé, quoi. Hein. Aujourd'hui, il faut considérer le métier d'une toute autre manière, quoi. C'est un peu un sélectionneur, quoi. Parce que pour avoir fait les deux, entraîneur de club et sélectionneur, il y a une très grosse différence entre les deux aspects. Sélectionneur, lui, en fait, il a un rôle de communicant beaucoup plus important que celui d'entraîneur, quoi. Et sélectionneur, il voit ses joueurs une fois par mois, 4 jours. Donc, c'est pas en 4 jours que vous allez mettre en place quelque chose qui va révolutionner, mais en 4 jours, vous allez faire passer un discours auprès des joueurs et surtout auprès de la nation. Vous allez donner l'espoir à la nation en disant que votre équipe a telle ou telle force, qu'elle a tel ou tel atout, que tel ou tel joueur sont très motivés, et vous allez faire passer cette force-là. Donc, il faut être un bon communicant pour permettre à tout le monde de croire dans votre discours. Le métier d'entraîneur, aujourd'hui, c'est un bon staff, des compétences et bien communiquer aussi. Faire croire à une région, faire croire à une ville, faire croire à un pays qu'on a l'équipe adaptée pour gagner une Champions League, pour gagner un championnat. En permanence, faire croire aux gens que c'est tout à fait réalisable. Comment vous avez fait en 89, quand vous arrivez dans le vestiaire, Alain Giresse, Karl-Heinz Forster, une ribambelle de stars où vous êtes quasiment inconnu du grand public. Comment on parle à des gens comme ça quand on est le Gérard Gilly que tout le monde connaît au sein du club? Les anciens du club vous connaissent, mais pas le grand public et pas ces stars-là. Est-ce que ça a été quoi, intuitif, à l'instinct, vous y êtes allé, vous avez appris sur le tas, on vous a balancé de but en blanc comme ça? Je veux dire, je leur ai dit, vous savez tout, moi je sais rien, quoi. C'est-à-dire que on me donne la direction de votre groupe pour un temps limité. Moi, je sais rien et vous savez tout. Moi, peut-être que demain, je serai plus là, mais vous serez encore là pour assumer forcément la saison et les résultats. Donc, vous avez beaucoup d'expérience et c'est en quelque sorte, c'est à vous à me faire profiter de votre expérience pour essayer de réunir un peu tout ça et d'en faire un projet commun. Et donc, voilà comment est partie la première discussion, quoi. Il était hors de question que j'arrive en disant, ça y est, je suis l'entraîneur, vous allez faire ça, ça et ça. J'ai dit, je suis là, moi, pour vous regarder faire ensemble ce qu'il faut faire pour réussir le projet. Et c'est parti comme ça. On n'explique pas le football à Alain Giresse, Karl-Heinz Forster. Bien sûr. Par contre, l'important, c'est d'arriver à les faire vivre ensemble. C'est de dire à Alain Giresse, tu es exceptionnel dans ce domaine-là, et dans ce domaine-là un peu moins, mais Karl-Heinz Forster, lui, dans ce domaine-là, il est très très bon. Donc c'est réunir le puzzle, quoi. Faire en sorte que ça devienne toutes ces individualités deviennent, se réunissent ensemble pour penser, pour s'entraîner, pour réfléchir, pour jouer les matchs de la même façon, quoi. Et d'avoir le même objectif, les mêmes joies, les mêmes peines, que ça ne soit pas dispersé quand on perd, que ce ne soit pas dispersé quand on gagne aussi. Je veux dire, le rôle de l'entraîneur, c'est fédérer tout ça. Une fois que vous avez réussi à fédérer tout ça, vous pouvez commencer à imaginer quelle manière vous allez pouvoir jouer, quelle manière vous allez leur demander de s'impliquer. C'est une implication, et à ce niveau-là de travail, je veux dire, de compétences par rapport aux joueurs que l'on a, c'est uniquement les réunir ensemble pour quelque chose de commun. C'était des hommes avec lesquels on pouvait discuter, quoi. On pouvait passer des heures. Moi, je passais des heures avec Karl-Heinz Forster. Karl-Heinz Forster, 3 Coupes du Monde. Et forcément, quand vous passez des heures et des heures et des heures à lui parler de football, du métier, de la préparation, de ça, il a quelque chose. Vous repartez de la discussion, vous avez appris quelque chose. Vous savez quelque chose et vous vous construisez comme ça. Donc c'est à partir de ces expériences-là qu'on se construit, quoi. On ouvre bien les oreilles et puis on essaie d'enregistrer. Mais à cette époque-là, on pouvait discuter avec les joueurs, on avait du temps, on passait du temps. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Ils ont les casques,
ils sont coupés du monde. Quand vous leur parlez de football, ça leur plaît le foot, mais ils ne sont pas forcément autant passionnés que ce que l'étaient les joueurs d'avant, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui compte, c'est le contrat, c'est le club, c'est l'image, c'est tout ça. Avant, Merci, hein, Gérard Gilles, c'était top.